Bienvenue à ce webinaire École en transition. Donc, tout d'abord, on va démarrer avec quelques propos introductifs, donc côté IREV et côté Banque des Territoires, puisque c'est un projet qui a été mené en partenariat avec nos deux structures. Et avant de laisser la parole à mon collègue Pierre-Édouard Martin, je me présente aussi rapidement. Donc, je suis donc Célia Grosz, chargée de mission politique de la ville à l'IREV, et je suis en charge du suivi de cette démarche École en transition. Merci Célia. Hop, alors, les micros à couper si possible. Merci Célia. Donc pour l'IREV, certains nous connaissent et d'autres peut-être nous rejoignent. Donc pour vous rappeler, hein, l'IREV, on est un centre de ressources politiques de la ville, l'un des centres de ressources politiques de la ville. On en a 19 en France et nous sommes basés sur les Hauts-de-France, hein, donc dans notre région. Et notre rôle, il va consister à qualifier les acteurs locaux autour des problématiques de la politique de la ville et de tout ce que ça peut recouvrir comme politique transversale. Le but, c'est aussi de mettre en réseau les acteurs régionaux pour qu'on puisse se connaître ensemble, que ce soit les élus, les chefs de projet politique de la ville, mais aussi les autres services qui vont intervenir dans les quartiers, les associations, les bénévoles et les citoyens. Et puis, on a un enjeu aussi de capitaliser et de faire vivre un espace doc, c'est-à-dire un espace de ressources qui vous est disponible, que ce soit en présentiel dans nos locaux ou directement sur notre site internet qui regorge de ressources pour vous. Donc, je vous encourage à aller les voir. Donc, au-delà de nos missions, vous l'avez vu, le but de ce webinaire, c'est de vous parler d'école en transition. C'est un projet qui mûrit depuis quelques mois, qui nous touche actuellement et qui a été rappelé dans les médias largement ces derniers temps avec l'épisode de canicule. La transition écologique, elle va passer par les écoles, elle doit passer par les écoles, notamment pour que les élèves et les professionnels qui travaillent dans les écoles puissent travailler dans de bonnes conditions, mais aussi puissent apprendre le climat, apprendre des choses sur ce qui nous attend, le changement climatique, mais aussi les problématiques qui vont se poser dans les secteurs urbains. Alors, on a parlé beaucoup d'îlots de chaleur, mais il y a aussi des problématiques de pollution de l'air, de pollution des sols qui reviennent. Donc, comment on arrive à affronter ces questions-là dans un contexte budgétaire tendu au niveau central, et puis comment on arrive à se mobiliser collectivement justement pour arriver, réussir à cette transition. C'est tous les enjeux qu'on veut vous porter. Alors, aujourd'hui, qui est le lancement de ce cycle, et sur les mois qui viennent, puisqu'on vous propose aussi un cycle avec plusieurs dates, et on vous propose aujourd'hui d'ailleurs de candidater à ce cycle École en transition pour apprendre collectivement eh bien, à agir sur les écoles pour qu'elles soient au rendez-vous de la transition écologique. Voilà les quelques propos que je voulais vous tenir préalablement au lancement. Cette action École en transition, elle a pu être mise en place grâce à la Banque des Territoires, grâce au financement, mais surtout à la matière grise qui existe à la Banque des Territoires. Et c'est d'ailleurs avec plaisir que je laisse la parole à Rémi Coano, notre référent Banque des Territoires sur les Hauts-de-France, pour pouvoir justement vous présenter un peu plus la manière dont la Banque des Territoires nous a soutenus sur ce cycle. Et puis, on aura tout à l'heure dans les propos les développements sur ce que peut apporter la Banque des Territoires. Rémi, je te laisse la parole. Oui, bonjour Pierre-Édouard, bonjour à tous. Donc Rémi Coano, je travaille à la direction régionale Hauts-de-France de la Banque des Territoires. Peut-être en deux mots, donc la Banque des Territoires, je pense que vous nous connaissez, mais on appartient au groupe Caisse des dépôts, hein, qui est un établissement public au service de l'intérêt général, et on mobilise en ce moment particulièrement nos moyens sur les enjeux de transition écologique et de cohésion sociale. Et donc on a eu un grand plaisir à travailler avec l'IREF sur ce projet parce qu'il faisait complètement sens. Donc cette proposition de l'IREF de travailler autour de la question des écoles, elle nous va très bien. Parce qu'effectivement, c'est au regroupement de plusieurs de nos priorités. On a effectivement le programme EduRénov aujourd'hui qui se déploie et qui a pour ambition d'accompagner la rénovation de 10 000 écoles. Mais on est aussi également très impliqué dans la question des quartiers politiques de la ville.
Donc ce croisement, il nous paraissait particulièrement intéressant en y associant des enjeux autour de la nature en ville, de la qualité des espaces publics, de la désimperméabilisation des sols, voilà, de pouvoir réunir dans la matière de l'école plusieurs enjeux de rénovation énergétique, qualité pédagogique, qualité de vie. Voilà, donc tout ça, ça nous semblait extrêmement intéressant et donc on a bien évidemment répondu favorablement à la demande de l'IREF de pouvoir mener un cycle de qualification et de donner les moyens à l'IREF de mener ce cycle de qualification autour des écoles en transition dans les QPV. Parce qu'effectivement, c'est à la fois très symbolique. Hein, l'école, c'est effectivement le cœur de la République, mais c'est aussi les générations futures. C'est à la fois symbolique et en même temps, c'est aussi très opérationnel, c'est très concret, avec des choses très concrètes qu'on peut faire. Donc on sera très heureux, on est déjà très heureux de pouvoir y apporter nos moyens en complément de tous ceux qui interviennent déjà sur ce sujet, hein, puisqu'effectivement les collectivités ne nous ont bien évidemment pas attendus. Et il y a aussi de nombreux intervenants qui peuvent mobiliser leurs expertises sur ce sujet. Donc voilà, on contribue avec les autres à essayer de faire réseau et à mobiliser autant que possible les moyens au bénéfice des quartiers politiques de la ville. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc maintenant, pour voilà, rentrer un peu plus dans le vif du sujet, donc je voulais aussi commencer par rappeler un peu le contexte dans lequel s'inscrit cette démarche École en transition. Donc elle a effectivement du constat que du rôle essentiel joué par la rénovation des bâtiments scolaires pour faire face à de nombreux défis auxquels sont confrontés nos territoires, avec en premier lieu, comme l'a dit Pierre-Édouard, donc les défis climatiques, hein, puisque l'actualité nous l'a montré encore cette semaine, de façon assez évidente et percutante, hein, et donc avec cette vague de chaleur, hein, qui a causé la fermeture d'environ 1900 écoles partout en France, donc ce qui a mis en évidence vraiment les besoins réels et importants en matière de rénovation du bâti scolaire. Donc un enjeu fondamental à la fois pour préserver la santé de ses occupants, donc en premier lieu les enfants, et aussi assurer la continuité du service public de l'éducation. Donc, parmi les autres défis que l'on peut citer, il y a celui aussi évidemment du défi énergétique. Donc, face à la hausse massive des factures des collectivités territoriales notamment, donc, le bâti scolaire représente une part importante du patrimoine des collectivités territoriales. C'est un bâti qui est fréquemment vieillissant, consommateur, donc il y a un réel enjeu aussi à ce niveau-là. Il y a également un enjeu autour de la lutte contre les îlots de chaleur urbains, donc un phénomène qui est présent dans les quartiers prioritaires et qui va avoir tendance à s'intensifier dans les prochaines années avec les phénomènes donc, de dérèglement climatique. Et il y a aussi un enjeu, par exemple, autour de la préservation de la biodiversité. Et donc, repenser l'aménagement des établissements scolaires présente plusieurs avantages. Donc, avant tout, un gain de confort et de bien-être pour les occupants, mais aussi, du coup, hein, une réduction des charges de fluides pour les collectivités, la possibilité de pouvoir développer les mobilités douces et réfléchir à des alternatives à la voiture individuelle. Et c'est également une opportunité pour renforcer le lien de l'école avec son environnement immédiat, donc notamment l'ensemble du quartier et ses habitants. Et donc dans les quartiers prioritaires, les besoins sont particulièrement présents, d'autant plus qu'ils concernent des populations vulnérables. Donc on le voit, hein, l'ANRU se mobilise de plus en plus sur les enjeux éducatifs, avec dans de nombreux programmes de renouvellement urbain, des projets de création, de rénovation, d'extension d'équipements scolaires, avec la prise en compte de différents enjeux, hein, donc notamment un travail sur le confort des usages, l'éco-conception du bâtiment, son ouverture sur le quartier, ou encore la modularité des espaces. Donc voilà, c'est un sujet d'actualité. Il y a notamment des ressources qui sont produites par l'ANRU aussi régulièrement sur ces questions. Et en quartier prioritaire, la réhabilitation d'une école, ça peut aussi être un potentiel gain d'attractivité, puisqu'on sait que voilà, la qualité de l'école est un facteur relativement déterminant pour les familles lorsqu'elles décident de s'installer quelque part. Et donc, face à ces constats, face à ce contexte, les enjeux du cycle que l'on propose, donc c'est donc de développer en fait une capacité à travailler en transversalité, notamment au sein des collectivités, puisque voilà, le travail autour de la réhabilitation des bâtiments scolaires nécessite un travail forcément interservice afin de mobiliser tous les leviers disponibles et pour optimiser l'impact du projet. Donc ça, c'est le premier enjeu du cycle. Ensuite, l'idée, c'est aussi de vous partager la connaissance des dispositifs et des outils de financement
notamment en matière de rénovation du bâti, puisqu'il s'agit d'une démarche quand même relativement très technique, avec des enjeux importants pour les collectivités, notamment des enjeux financiers. Et donc l'idée, c'est aussi de vous accompagner pour faciliter la prise de décision sur ces sujets-là. Et enfin, le dernier enjeu, donc, c'est d'essayer de faire de ces travaux de rénovation des bâtiments scolaires un levier pour un projet aux impacts démultipliés pour le quotidien des habitants des quartiers. Donc, pour illustrer un peu plus cette idée, donc on a réalisé le petit schéma que vous voyez ici. Donc, l'idée, c'est bien de partir d'un projet de rénovation du bâti scolaire pour essayer d'élaborer un projet un peu plus large d'école en transition qui questionnerait donc notamment la façon dont est pensé le bâtiment et la cour d'école. Donc pour la cour d'école notamment, il s'agit voilà de réfléchir à la place de la nature avec les questions de végétalisation, la plantation d'arbres, mais aussi la diversification des usages, par exemple avec la création de coins calmes ou la possibilité de réaliser des activités plutôt créatives dans la cour. En matière d'usage du bâtiment, il s'agit aussi de réfléchir à comment utiliser les espaces en dehors des temps scolaires, dans une logique voilà, d'optimisation de la ressource foncière, ou également comment implanter au sein d'un même équipement plusieurs activités en parallèle de l'école, hein, donc avec potentiellement la présence d'activités diverses, de services publics ou d'activités associatives au sein du même bâtiment. L'idée, c'est également d'explorer donc un deuxième axe, le réaménagement des abords, donc dans une logique d'apaisement de l'espace public, notamment avec le développement des mobilités douces, donc voilà, réfléchir à des alternatives à la voiture individuelle, et également la création d'espaces sécurisés pour les enfants aux abords de l'école, afin qu'ils puissent se réapproprier l'espace public en autonomie, et pouvoir jouer à proximité de leur école. Et enfin, dernier axe, donc plutôt un axe autour de la sensibilisation et de l'engagement citoyen, notamment en réfléchissant à des innovations pédagogiques en lien avec l'environnement, en lien avec le développement durable, et aussi pouvoir se reposer sur une coordination plus importante entre les différents acteurs du quartier, justement pour mener voilà, des actions en lien avec la transition écologique et l'environnement. Alors, Célia, je t'interromps quelques secondes. Une personne n'arrivait pas à voir le diaporama. Moi, je l'ai bien à l'écran et je pense qu'il y a une nouvelle mise en page sur Zoom. Donc, vous avez des onglets au-dessus sur certains Zooms et vous pouvez retrouver l'écran ou la réunion avec la mosaïque des personnes présentes. Donc, voilà, si vous avez un souci, n'hésitez pas à passer par le chat. On s'en occupe. Je te redonne la parole, Célia. Oui. Donc cette démarche école en transition, du coup, elle a deux principales composantes. Donc tout d'abord, la réalisation par l'IREF d'un benchmark des initiatives et des outils mobilisables par les territoires en faveur de la transition écologique à l'école. Donc c'est un document qui a été réalisé ces derniers mois et qui va vous être partagé au cours de ce webinaire. Je pense qu'on va pouvoir publier le document dans le chat. Et ensuite, du coup, l'organisation d'un cycle de qualification au second semestre de cette année, avec comme objectif principal pouvoir vous accompagner dans la formulation d'une première ébauche d'un protocole de projet d'école en transition. Donc concrètement, l'idée, c'est de pouvoir accompagner 4 à 5 territoires qui auront été présélectionnés au cours de 4 journées de qualification, qui bénéficieront d'un accompagnement renforcé en termes d'ingénierie, donc financé par la Banque des territoires. Donc notamment, l'idée, c'est également de s'appuyer sur une AMO pour l'animation d'ateliers de travail au cours de ces journées. L'idée, c'est aussi d'organiser donc des temps d'appoint d'expertise, d'échanges d'expériences et également des temps de visite sur différentes thématiques qui reprennent celles que j'ai présentées juste avant. Donc voilà, évidemment les questions de bâti scolaire et de cours d'école, le sujet des mobilités et de l'aménagement des abords, la sensibilisation à l'environnement ou encore la coordination entre acteurs. Et justement, en matière de coordination entre acteurs, ce cycle de qualification, il s'inspirera fortement d'une initiative qui est actuellement portée par le territoire de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, donc un territoire où un gros travail partenarial a été mené autour justement d'un projet d'école en transition dans le cadre du nouveau contrat de ville. Donc je vais laisser la parole à Mathilde Triou, qui travaille à la CAPH et qui va pouvoir vous présenter plus en détail ce projet.
Merci Célia. Bonjour à toutes et tous. Donc Mathilde Triou, je travaille donc à la CAPH, Communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, entre Saint-Amand et Denain, pour faire en gros. Donc on travaille sur cette démarche d'école en transition depuis une grosse année. Ça a débuté pour faire un peu l'historique il y a 2 ans quand on a dû écrire le nouveau contrat quartier 2030. On a été accompagné par l'IREF sur un autre cycle de qualification pour pouvoir écrire la feuille de route autour des transitions écologiques. Une fois qu'on a fait ce cycle de qualification et qu'on a commencé un peu à travailler sur cette feuille de route, on a été aussi accompagné par un bureau d'études, grâce aussi au soutien de la région avec la mission REV 3. Et on a eu des ateliers avec ce bureau d'études en interne avec nos différentes politiques communautaires comme nos collègues de la mobilité, du PCAET, du PAT, du renouvellement urbain. Et on a commencé un peu, durant ces ateliers, à réfléchir comment on pourrait travailler sur une notion un peu de parcours sensible de l'enfant sur les enjeux du développement durable. Et on s'est posé la question un peu sur avec quel vecteur social et de transmission on pourrait toucher le plus grand nombre d'enfants. Et au fur et à mesure de ces ateliers, on s'est dit que l'école, c'était vraiment l'endroit le plus approprié et le plus facilitant pour nous parce que voilà, les enfants, eh ben, c'est un public captif dans les écoles, que pour une communauté d'agglo, travailler avec les municipalités, les mairies et les écoles, c'était très facilitant. Et voilà, on a commencé à faire des ateliers en interne pour voilà, réfléchir à une démarche de l'école en transition. Et au fur et à mesure de ces ateliers, on a commencé à écrire un référentiel euh, école en transition pour travailler autour des aspects de mobilité, de sensibilisation au développement durable, d'économie circulaire et d'alimentation. Sur les 2 derniers ateliers, on l'a ouvert à des partenaires beaucoup plus larges, comme notamment évidemment l'éducation nationale. On ne pouvait pas faire sans. Ils ont été très réactifs et intéressés par la démarche parce qu'il fallait que ce soit aussi complémentaire avec leur démarche d'école E3, le label E3D de l'éducation nationale. On voulait pas que ben voilà, on voulait quelque chose de complémentaire et on voulait que l'éducation nationale prenne sa part dans cette démarche. Ouvert aussi à des partenaires institutionnels comme le CEREMA, l'ADEME, le CIAVED et aussi évidemment les communes du territoire de la Porte du Hainaut. On souhaite expérimenter cette démarche sur des communes en quartier prioritaire. Plusieurs communes se sont mobilisées. Et pour et là, on a fini notre travail avec le bureau d'études. On reprend la démarche en interne et le prochain atelier se fera en septembre, où là, l'objectif de l'atelier sera de mobiliser les communes et que les communes adhèrent à la démarche et qu'on commence à lancer l'expérimentation de ce référentiel école en transition. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif de la démarche, c'est un espace d'appropriation et vecteur de transmission des approches de développement durable auprès des enfants qui ont quand même une expertise d'usage aussi assez importante. C'est aussi une mise en mouvement collective de tous les acteurs et aussi de partager des expériences et des pratiques exemplaires parce qu'on part pas non plus de rien. Dans le cadre du contrat de ville, on a déjà travaillé avec des acteurs du développement durable qui interviennent dans les écoles, que ce soit autour de l'alimentation avec des partenaires comme l'essence du goût, de sensibilisation au développement durable avec un projet expérimental de rucher école dans 3 écoles du territoire, ou avec la Récré verte qui est assez connue au niveau régional, qui travaille autour aussi de l'alimentation avec une épicerie à taille d'enfant. Euh,
Voilà ce que je peux en dire sur où on en est en ce moment sur la démarche école en transition. Voilà, c'est assez expérimental. Et en septembre, on lancera définitivement la démarche et l'appel aux communes pour intégrer le dispositif. Je ne sais pas s'il y a des questions, des interpellations. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions, soit directement dans le chat ou en levant la main. On a pour le moment dans le chat un complément à notre benchmark qui a été cité, donc qu'on pourra ajouter à notre benchmark. On va le mettre à jour. C'est aussi ça le but de ce genre de webinaire. Et puis, si vous avez des questions sur l'expérience de la Porte du Hainaut, n'hésitez pas. Voilà, il n'y a pas de questions pour Ok. le moment. On les garde pour plus tard. Célia, je te redonne la parole. Ah, Merci oui. Mathilde. Merci beaucoup, Mathilde. Donc, pour revenir du coup à notre cycle de qualification, donc déjà à ce stade, est-ce que certaines communes seraient intéressées pour y participer? N'hésitez pas voilà, intervenir si vous le souhaitez. Parce que concrètement, pour candidater et pour donc, participer à ce cycle de qualification, donc on lance un appel à manifestation d'intérêt, un AMI, donc qui est ouvert à tous les territoires qui disposent d'une école qui pourrait faire l'objet d'un projet de rénovation thermique et donc sur lequel engager une réflexion. Donc voilà, c'est ouvert à tous les territoires. Donc un prérequis qu'on demande aux territoires qui souhaitent participer à ce cycle de qualification, c'est de s'engager à mobiliser un groupe projet composé à minima donc des référents communaux et ou de l'EPCI sur les questions éducatives, politiques de la ville et autres, notamment par exemple sur le bâtiment. Les partenaires privilégiés du territoire, par exemple potentiellement l'éducation nationale et d'autres acteurs du quartier. Et donc, les candidatures pour cette AMI sont ouvertes jusqu'au 5 septembre 2025, donc voilà, jusqu'à la rentrée. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez remplir un formulaire qui sera mis en ligne sur le site internet de l'IREV. Et j'ai mis également le lien sur la diapositive. Et je pense que Pierre-Edouard va le mettre dans le chat. Oui, Donc, c'est un bon, formulaire. c'est mis sur le chat. Vous pouvez dès maintenant candidater. Du coup, c'est le lancement officiel de cette AMI. Donc, un formulaire, vous allez voir, voilà, plutôt simple à remplir, assez court, hein. On vous demande de simplement donc citer l'établissement que vous avez identifié, ses grandes caractéristiques, le QPV dans lequel il se situe, s'il fait partie d'une cité éducative, également donc vos principales motivations pour rejoindre ce cycle, et également nous préciser un petit peu donc l'état d'avancement du projet de rénovation ou de transition écologique. Est-ce qu'il est en lien avec un projet de renouvellement urbain? Voilà, est-ce qu'il est au stade de la réflexion? Est-ce que des travaux sont prévus, en cours? Voilà, pour qu'on ait un peu une idée du type d'établissement, avec lesquels on pourrait travailler. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet ou est-ce que c'est clair? Alors, pas de questions a priori, mais je rajoute une couche sur cette AMI. On attend vraiment vos candidatures. On a la chance de pouvoir identifier 3, 4, 5 territoires maximum sur cette AMI. Donc les territoires, c'est le territoire d'une école, hein, comme on disait, c'est la commune qui va être responsable de cette école, le PCI qui va gérer la politique de la ville. On essaie d'avoir ce petit groupe projet qu'on a vu sur la Porte du Hainaut qui a très bien fonctionné, du coup pour aller plus loin. Donc l'AMI, il est assez simple à remplir. C'est vraiment pour identifier quelques territoires qui seraient intéressés, voilà, sur des intentions de réhabilitation d'écoles ou des réhabilitations qui sont déjà en cours. Donc vraiment, n'hésitez pas à candidater. On vous donnera les réponses assez rapidement sur les territoires et puis sur le choix des territoires. C'est possible aussi qu'on vous rappelle quand vous avez candidaté pour essayer d'en savoir un peu plus. Donc voilà, je vous pousse gentiment à candidater ou à en parler autour de vous. Si vous êtes référent politique de la ville, à essayer d'identifier des écoles où vous avez du mal à faire partir un projet de rénovation ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment un boost, à mon avis, très utile pour vous dans ce contexte. Tout à fait. Merci beaucoup, Excusez-moi. Pierre.
Oui, Bonjour, Nicolas Herny, Condé sur l'ESCO. Juste une petite question. Alors, je vois effectivement qu'on parle de l'état d'avancement. Du coup, on pourrait éventuellement intégrer l'AMI dans un état pseudo-avancé. Je suis pour ma part sur un projet de rénovation et de regroupement d'écoles. On est en AMO avec une étude de faisabilité déjà réalisée. Et du coup, on est plus là sur le montage du prochain marché, du concours. Est-ce que cet état d'avancement, c'est toujours possible ou c'est déjà un peu trop avancé? Alors, Célia, tu souhaites répondre ou je réponds? c'est vraiment ouvert à tout type d'établissement. Donc, si le projet est déjà avancé, il y a pas, voilà, justement, ça permet d'avoir déjà un premier socle de réflexion pour aller plus loin encore dans la réflexion et dans le montage d'un projet. Donc, il me semble que c'est pas du tout bloquant. Ouais, au contraire, hein, si le projet sur la rénovation est déjà lancé, nous, ce que peut amener en plus le cycle de qualification, c'est comment on construit les liens avec d'autres directions, d'autres partenaires pour que quand l'école est livrée, on arrive aussi à avoir un projet complet, qui a un vrai effet levier. Au-delà du bâtiment, on a aussi toute l'animation autour des différentes communautés éducatives, politiques de la ville, etc. Donc effectivement, votre candidature est tout à fait envisageable. Ok, ça marche. Candidature ouverte jusqu'au 5 septembre, ça laisse présager j'allais dire une notification, c'est pas tout à fait ça, mais des lauréats vers quelle date? Ça va être assez rapide en fait. Dès qu'on a toutes vos candidatures, on va faire un jury dans les jours qui suivent pour donner des réponses assez rapidement. Et ensuite, on aura un calendrier à vous proposer de rencontres sur le second semestre. Donc là, il faudra qu'on voit avec vous les dates qui convergent entre les territoires retenus. Voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup. D'autres questions, interventions, n'hésitez pas. Sinon, c'est du coup à la suite de cette séquence. Donc, je vais maintenant redonner la parole du coup à Rémi Coineau de la Banque des Territoires, qui va vous présenter justement l'offre d'accompagnement de la Banque des Territoires sur les questions de rénovation d'école, avec des outils, des dispositifs qui seront ensuite présentés plus en détail et plus concrètement lors du cycle de qualification. Merci Célia. Je crois que pour partager mon écran, il faut que vous arrêtiez de partager le vôtre, si j'ai bien compris ce que me dit Zoom. Parfait, merci. Hop, diaporama. Est-ce qu'on est bon? On est bon sur la diapo, c'est bon. Parfait. Bon, moi je vous vois plus, donc si vous voulez m'interrompre, n'hésitez pas à le faire directement parce que j'ai perdu l'écran, donc je vais le faire comme ça. Donc effectivement, l'idée c'est donc que je vous présente un petit peu le programme Rénov de la Banque des Territoires, mais peut-être que vous en avez déjà entendu parler avant. L'idée quand même dans ce cadre de l'AMI avec l'IREV, ça va être de mobiliser pour les lauréats tous les moyens qu'on a, on va dire, à notre disposition, mais dont peuvent aussi bénéficier par ailleurs d'autres collectivités qui auraient envie de rénover leur, euh, leur bâtiment éducatif. Mais bon, l'idée quand même, c'est que pour les lauréats, on aura évidemment une attention particulière pour vous accompagner aux différentes étapes de votre projet, même si effectivement, et je pense que ça a été très bien dit avant par le monsieur Condé sur Esco, il peut y avoir des projets qui sont à différents stades de maturité, et donc peut-être que toute l'offre ne vous sera pas forcément utile. L'idée, ce sera d'aller piocher au cas par cas. Bon, quelques petites stats sur la rénovation énergétique des bâtiments publics, je ne veux pas trop détailler, mais enfin, globalement, on estime qu'il y a à peu près 8 écoles sur 10 qui ont besoin de rénovation, donc quand même le stock est assez conséquent. C'est vrai que la rénovation d'une école, c'est souvent une responsabilité assez importante, hein, puisque parfois, alors pas dans tous les cas, mais disons que dans les 20 ou 30 dernières années, il y a eu de l'entretien sur l'école, mais il n'y a pas forcément eu de rénovation. Et la rénovation, elle doit tenir pour les 30 ou 40 années suivantes. Donc pour celui qui est en charge du projet à l'instant T, c'est une sacrée responsabilité, hein, effectivement, que d'être responsable un peu du cadre dans lequel vont vivre les enfants pendant les 30 à 40 prochaines années.
Aujourd'hui, on estime qu'au par ailleurs, voilà, c'est quand même un poids colossal pour les collectivités, la facture énergétique, et en particulier celle des bâtiments, et souvent, alors pas dans toutes les collectivités, mais c'est souvent le patrimoine scolaire qui est le plus concerné. Et donc 75% du coût d'un bâtiment scolaire, ça va être lié à son fonctionnement. Donc c'est aussi la rénovation énergétique, c'est aussi un moyen de faire quand même quelques économies, notamment dans le contexte où les coûts de l'énergie seraient amenés à évoluer. Et puis, on l'a vécu ces derniers jours, hein, effectivement, on estime qu'à l'horizon 2030, plus d'1 million d'élèves seront exposés à des chaleurs de plus de 35 degrés dans les classes. Hein. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça se concentre pour l'instant sur la fin du mois de juin, mais d'ici 20 à 30 ans, on sait qu'à peu près dès le début du mois de juin, voire au mois de mai, on aura des périodes caniculaires assez intenses qui vont se prolonger jusqu'en septembre, voire début octobre. Et puis si jamais on devait diminuer aussi le temps diminuer le temps des vacances scolaires, on pourrait avoir des locaux qui seraient à l'avenir dans les prochaines années, peut-être utilisés plus en juillet ou en août. Donc il y a un enjeu, c'est clair, d'adaptation au changement climatique. L'idée, effectivement, du programme ENUA9 de la Banque des Territoires, c'est donc d'accompagner les collectivités sur ces enjeux pour avoir des projets de qualité. Alors, on a essayé de faire une petite charte avec le CEREMA qui regroupe un petit peu les 6 dimensions essentielles lorsqu'on fait un projet de rénovation du patrimoine scolaire. Hein. L'idée, c'est à la fois que la collectivité soit bien moteur aux différentes étapes du projet. Effectivement, la conception d'un projet de rénovation scolaire, ça nécessite une implication assez forte quand même de la maîtrise d'ouvrage. Il y a évidemment beaucoup de bureaux d'études, de maîtres d'œuvre qui peuvent vous proposer des solutions, mais il est important que la collectivité soit bien pilote des projets et fasse en sorte que le projet réponde bien à ses ambitions. Donc, je vous laisserai découvrir cette charte de la rénovation scolaire, on vous l'enverra. Enfin, c'est l'idée d'avoir des bonnes pratiques lorsqu'on s'engage dans un projet de rénovation scolaire. Donc, du côté de la Banque des Territoires, l'idée, donc, comme je vous disais, c'est d'accompagner 10 000 projets de rénovation sur les prochaines années. Donc, ces rénovations, il faudrait qu'elles visent des économies d'énergie d'au moins 40%. Je crois que c'est le critère du fonds vert, je pense que c'est comme ça que ça a été déterminé. Après, tout dépend évidemment de l'endroit où on parle, mais globalement, sur les projets qu'on accompagne, nous, on est souvent d'ailleurs bien au-delà des 40%, parce que le projet, quand il a été bien conçu, il permet quand même souvent parfois d'atteindre 60 voire 70% d'économie d'énergie. Et donc, pour accompagner ces projets, on mobilise 50 millions de crédits en ingénierie, donc là plutôt sous format subvention, et 2 milliards sous format prêt, par contre, pour financer les travaux de rénovation énergétique. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que c'est EduRénov concrètement? On va dire qu'il y a 4 volets, pardon. Le premier volet, c'est de mettre à disposition des ressources pour les collectivités pour s'informer, pour concevoir son projet. Donc, concrètement, c'est un certain nombre de guides qui rassemblent les bonnes pratiques, mais c'est aussi des webinaires récurrents, à peu près tous les 15 jours. C'est aussi des partages d'expériences. Donc, on a essayé de faire je ne sais pas si vous voyez à la caméra, on a essayé de faire des panoramas de cas d'école. Par exemple, pour chaque école qu'on accompagne, on essaye de faire un petit bilan de ce qui a été fait pour que vous puissiez avoir tout un tas de références pour vous inspirer. Voilà, l'idée, c'est que lorsqu'on mène un projet de rénovation scolaire, souvent on s'engage sur une période au moins de 2 parfois, voire 3 ans. Et donc, pour ces 2 à 3 ans, vous puissiez vous appuyer sur une communauté de pairs pour partager vos questions, vos solutions, vos idées pendant cette période. C'est également un appui à la mise en œuvre en ingénierie. Donc, de manière assez opérationnelle, on peut mobiliser des bureaux d'études, je vous présenterai ça un petit peu après, pour venir vous appuyer sur vos projets. C'est donc des financements, mais ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis, c'est l'idée aussi de valoriser ce qui a été fait. Hein, effectivement, et ça nous semble très important de mettre en valeur les projets qui ont été réalisés. Donc, on aime bien venir filmer, faire des fiches sur les projets en cours et réalisés. Donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir vous accompagner à tous les cycles de la réalisation du projet, hein, que ce soit de la conception du projet jusqu'à sa livraison. Alors, je passe un peu rapidement sur tout ça, on vous enverra les liens après si ça vous intéresse. Concrètement, comment est-ce qu'on va pouvoir vous accompagner en complément de ce que pourra faire l'IREV et d'autres acteurs dans le cadre de l'AMI? C'est 2 choses. On pourra mobiliser des bureaux d'études pour venir réaliser certaines étapes, vous aider à réaliser certaines étapes s'il y a besoin, évidemment, de votre projet.
Donc, c'est des bureaux d'études qu'on finance à 100% via ce qu'on appelle un marché à bon de commande. Je ne vais pas rentrer trop dans la mécanique, mais enfin, l'idée, c'est que c'est nous qui prenons en charge tous les frais. Donc, ça peut être soit pour, à un moment, faire un audit énergétique ou thermique, faire un audit fonctionnel, faire un programme technique détaillé, aider à la sélection d'une maîtrise d'ouvrage, d'un maître d'œuvre, pardon, aider pourquoi pas à la sélection d'une maîtrise d'ouvrage déléguée si vous avez envie d'aller sur ce volet-là. Donc ça, c'est plutôt sur la partie pré-projet. Ça peut être aussi vous appuyer au montage juridique et financier de votre projet. Si par exemple vous décidez de partir sur des marchés globaux à paiement différé, si vous décidez pourquoi pas de confier les marchés, confier la réalisation à une société publique locale, on peut vous aider à structurer tout cela. L'idée de ces marchés à bon de commande, c'est pas de venir optimiser le plan de financement d'une collectivité, c'est plutôt de venir débloquer en ingénierie lorsqu'on a affaire à des situations compliquées. Pour vous donner typiquement des exemples qu'on a eu récemment avec un certain nombre de collectivités, il y a plusieurs audits qui ont été faits, mais on n'arrive pas à arbitrer entre différents scénarios parce que soit les audits, ils avaient des méthodes différentes, soit ils n'ont pas été vraiment concluants, soit l'accompagnement par le cabinet n'a pas été top. Et du coup, on se retrouve avec tout un tas d'études et on ne sait pas arbitrer. Donc là, nous, on vient vous aider en remobilisant un bureau d'études avec l'objectif de faire atterrir le projet. Donc ça peut être un exemple de mobilisation de notre marché à bon de commande. Et puis, on peut aussi venir vous aider plus tard dans le projet, lorsque vous en êtes à la phase de financement, en mobilisant là aussi des bureaux d'études, soit pour venir analyser votre plan de financement et vous aider à le construire, ou pourquoi pas vous aider à, si vous en avez besoin, à rédiger certains dossiers de demande de subvention. Alors, je pense que vous les connaissez, grosso modo, DECIL, DETR, fonds verts, tout ça, c'est des dossiers qui sont assez simples à réaliser. Par contre, parfois sur certains dossiers comme le FEDER, ça peut être un peu plus technique. Et donc là, on peut éventuellement vous aider à rédiger ces dossiers de demande de subvention, même si le FEDER, et j'attire votre attention là-dessus, mais je pense que ça pourrait être intéressant. Il faut quand même qu'il y ait un certain niveau d'innovation et d'ambition du projet, et ça se conçoit dès le démarrage. Mais je pense que dans le cadre de l'AMI École en Transition, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, puisque je pense qu'on aura des projets qui seront relativement assez ambitieux. Sur le financement, je vais pas trop rentrer dans le détail aujourd'hui parce que ça intervient plutôt à la fin. L'idée, c'est de vous dire quand même en 2 mots que on a 3 leviers de financement en complément donc des subventions. Donc la Banque des Territoires, nous, on fait des prêts pour lesquels on mobilise le fonds d'épargne, donc l'épargne populaire des Français, pour venir financer des projets. Donc pour les projets de rénovation d'écoles, on a ce qu'on appelle l'EduPrêt, qui est un taux un prêt à taux préférentiel pour les collectivités pour la rénovation du patrimoine scolaire, avec cette particularité sur le livret A qu'on est sur des durées très longues, de 20 à 60 ans, qui permettent de lisser l'effort et de faire tout de suite les travaux nécessaires sans forcément attendre. Donc on va venir lisser dans le temps l'effort financier pour permettre la réalisation de la rénovation de une parfois, ou même plusieurs écoles sans les étaler trop dans le temps. Un autre levier qu'on a, c'est ce qu'on va appeler lean tracking. Alors là, bon, c'est un peu technique, mais l'idée, c'est que ce sont en gros, les économies d'énergie qui vont venir financer le coût des travaux. Alors, ça ne marche pas toujours et dans toutes les circonstances, mais ça peut marcher notamment sur des écoles, par exemple, pour lesquelles il y a eu très peu, voire pas du tout, de rénovation. Donc, si par exemple on est encore en simple vitrage et qu'il n'y a pas d'isolation, là on peut avoir parfois une forme de retour sur investissement qui correspond à une tracking. Généralement, c'est sur une durée de 13 ans où effectivement les économies d'énergie vont autofinancer quelque part le coût de la rénovation. Et ça se regarde avec des audits assez précis. C'est pas mobilisable tout le temps, mais quand c'est mobilisable, c'est intéressant de le mobiliser. Et puis, dans le cadre des QPV, on a un prêt spécifique qui s'appelle le prêt renouvellement urbain, qui est un peu différent de l'EduPrêt parce qu'il est sur des durées différentes de 5 à 30 ans, il n'est pas mobilisable partout, mais en l'espèce, il se trouve que dans les quartiers politiques de la ville, il est mobilisable pour financer soit de la rénovation d'écoles, mais pourquoi pas aussi des espaces publics. Donc voilà, on a un ensemble d'outils qu'on pourra mobiliser au fur et à mesure de votre projet et pour lequel il ne faudra pas hésiter à solliciter l'IREV ou nous-mêmes pour les mettre à votre disposition. Et tout ça s'inscrit aussi évidemment en parallèle avec ce qu'on pourra faire via l'IREV ou via le CD2E pour vous accompagner. Et je ne l'ai pas mis ici, mais je mentionne aussi qu'on pourra vous aider plutôt en cofinancement, à financer des études
préopérationnel autour des enjeux de végétalisation, renaturation, désimperméabilisation à la fois de vos cours d'école, mais de vos espaces publics aux alentours. Donc, lorsque vous serez suffisamment avancé dans votre projet, il faudra peut-être qu'on regarde votre programme d'études pour voir ce qu'on peut venir cofinancer. Voilà, et j'arrête la publication. Je ne sais pas si vous avez des questions, et sinon je vous donne la main pour la suite et au plaisir de vous rencontrer peut-être après en présentiel pour les lauréats, sachant que si jamais il y avait trop de candidatures par rapport à ce que peut faire l'IREV, on essaiera de faire quelque chose côté Banque des Territoires pour quand même mettre des moyens à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet. Merci Rémi. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je ne vois pas de main levée ni de questions. Donc, Célia, je pense qu'on peut continuer. Un message sur le chat. Ah, oui, tout à fait. Sur le cofinancement pour la végétalisation, allez-y, je vous en prie, prenez la parole. Si vous avez un micro pour poser directement la question. Alors, je vais Alors, moi, lire la question, ouais, donc la question sur le cofinancement pour la végétalisation et la renaturation d'écoles, prêt ou subvention? Les deux. Pour la partie études, ça peut être, là, sur la partie études, on est bien en subvention pour vous aider à financer le coût de ces études. On essaye de s'articuler aussi un peu étroitement avec l'Agence de l'eau, parce que c'est vrai que sur ces questions de végétalisation, renaturation, le principal financeur, notamment pour les travaux, là, en subvention, c'est l'Agence de l'eau. Alors, eux, ils financent la désimperméabilisation, ce qui est une partie des coûts, parce qu'après les coûts, il y a des coûts de végétalisation aussi par-dessus et de reconstruction de l'école, mais c'est généralement ce qui est le plus intéressant pour venir financer la renaturation. Et nous, on peut venir aider à financer effectivement les études préalables. Donc, il faut voir un peu ce qui est nécessaire de faire. Ce qu'on recommande aussi, par exemple, aux collectivités, ce qui est intéressant, c'est de faire des études de potentiel global de déconnexion sur votre patrimoine. Ça vous permet d'identifier les endroits, on va dire, c'est le plus intéressant de venir déconnecter les eaux pluviales et donc de faciliter l'infiltration à la parcelle. Ça, ce sont des études assez stratégiques, assez intéressantes pour lesquelles on peut venir vous aider en cofinancement. Et après, il peut y avoir des études un peu préopérationnelles, des premières pré-programmations avec des paysagistes qui vous permettent de visualiser un peu les choses sur lesquelles on peut éventuellement mobiliser des cofinancements. Et après, lorsqu'on passe en phase travaux, là, ce sera en prêt avec deux possibilités pour le coup. Soit vous faites la rénovation globale de votre école, et donc dans ce cas-là, ça peut être rénovation énergétique plus cours d'école pris sur la même enveloppe budgétaire, donc les du prêt. Et si c'est plutôt une végétalisation toute seule, alors à voir s'il y a un besoin de financement ou pas, parce que c'est pas toujours très cher la végétalisation, ça dépend un petit peu de ce qu'on va trouver dans les sols et de l'ampleur de votre projet. Mais là, on peut mobiliser le prêt renouvellement urbain qui est pour le coup un petit peu plus adapté que les du prêt, parce qu'effectivement la végétalisation d'une cour d'école, pour être un tout petit peu technique, la durée d'amortissement n'est pas forcément de 20 ans. Voilà. Alors qu'elle peut être un peu plus courte, et là, le prêt renouvellement urbain est plus adapté. Donc les deux. Merci pour cette réponse très claire. Et vous aurez compris qu'on peut vous apporter des réponses précises pendant le cycle de qualification, parce que là, c'était une réponse sur un seul sujet, mais je sais qu'avec EduRénov, il y a toute une communauté qui existe autour de tout ce qui est possible de mobiliser, et vraiment cette communauté est assez active et ça permet justement de bien comprendre tout ce qui est à disposition des territoires, et il y a pas mal de choses qui peuvent être mobilisées. Tout à fait. Alors, je vais repartager ma présentation. Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Super. C'est bon pour la suite. Donc maintenant, du coup, je vais laisser la parole du coup à Yannick Paillet, qui est coordinateur transition écologique des collectivités à l'ADEME, et qui va vous présenter aussi les modalités d'accompagnement de l'ADEME sur la question de transition écologique, et plutôt en lien du coup avec le scolaire, le bâti scolaire et l'éducation de manière plus globale. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait. Bon, parfait. Merci à l'IREF pour son invitation. Alors effectivement,
L'idée, c'est de témoigner d'un certain nombre d'initiatives réussies qui, pour moi, font complètement écho à l'AMI qui vous est proposée jusqu'au 5, enfin, pour les candidatures jusqu'au 5 septembre. Voilà. L'idée, là, c'est peut-être de dézoomer un peu de la question unique du bâtiment et de donner un certain nombre d'initiatives qui ont eu lieu en région sur le sujet des écoles en transition au travers de différentes initiatives, au travers de dispositifs ADEME, mais vous verrez pas uniquement. J'en mentionnerai peut-être quelques-uns d'autres opérateurs de l'État et je mentionnerai bien sûr les opérateurs de l'État qui sont concernés pour que vous alliez aussi chercher un certain nombre de dispositifs auprès de ces opérateurs. Donc, Madame Grosse, merci si vous pouvez avancer. Peut-être juste pour replanter le décor, parce que c'était aussi, ça faisait aussi partie des demandes de l'IREV. L'école, c'est très clairement pour une commune un lieu emblématique. Rémi l'a dit, d'un certain nombre de politiques menées par la commune. Et parmi ces politiques, il y a bien évidemment les politiques de transition écologique parce que c'est un lieu de centralité, donc sur lequel on peut faire passer des messages, sur lequel on peut aussi réaliser des réalisations exemplaires et donc euh, en faire une vitrine de la transition écologique qui est en cours et qui est nécessaire. Et puis, bien évidemment, comme il y a une forte dimension pédagogique, c'est aussi préparer l'avenir, s'appuyer sur les différents envies qu'on peut trouver au niveau des jeunes et en faire des lieux de réalisation concrète des modifications. Et puis, bien évidemment, je le redis, mais Rémi l'a dit, mais les écoles, ça représente un poids très important dans la facture énergétique des communes. Et donc, c'est une source d'économie au moment où on cherche à faire, enfin, où vous cherchez à faire de l'épargne de gestion. Et donc, faire des économies sur les fluides, c'est ménager l'avenir et se donner des capacités d'investissement budgétaires supplémentaires à l'avenir, dès lors qu'on arrive à les faire rapidement. L'hiver 2022-2023 a vraiment été comme une alerte sur les factures énergétiques des communes et on vous incite à vous saisir des dispositifs comme EduRénov pour faire des économies et donc ménager l'avenir. On va passer à la diapositive suivante. Quand on regarde un peu les sujets qui peuvent venir s'incarner dans une école, ils sont il y a de multiples thématiques. Ça va bien évidemment des économies d'énergie en questionnant d'abord la sobriété, puis l'efficacité énergétique, puis les renouvelables. Mais aussi il y a des sujets d'alimentation et notamment de réduction du gaspillage alimentaire, des sujets de qualité de l'air intérieur, des sujets autour de la mobilité. Donc là, en fait, vous avez sur cette diapo-là, je vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais les dispositifs qui sont proposés par l'ADEME ou par nos relais. Alors, nos structures relais, ce sont des partenaires privilégiés qui sont là pour accompagner les communes sur un certain nombre d'initiatives qu'elles peuvent prendre. Je vais en citer juste une, c'est donc on finance deux structures pour mettre en place un centre de ressources en écomobilité en Hauts-de-France, c'est la DAV et En Savoir Plus, qui propose chaque année un challenge écomobilité scolaire. Et vous voyez, là, on a dézoomé, on est bien dans le cadre de l'AMI, c'est-à-dire en gros, on a un travail qui est mené à l'échelle, qui peut être mené à l'échelle d'un bâti scolaire, mais on va chercher à dézoomer, à apporter des initiatives sur la mobilité et dézoomer un peu du cadre stricto sensu du bâti scolaire. Et donc, voilà, le CREM, il propose un challenge clé en main aux communes pour inciter parents, enfants, monde éducatif à travailler sur la mobilité scolaire. C'est du clé en main et c'est vraiment un dispositif qui peut être intéressant à relayer en tant que commune. Voilà. Scolaire, c'est une mallette pédagogique pour travailler sur la qualité de l'air intérieur. Et puis,
Je vais pas citer tous les dispositifs, mais vous pouvez au moins avoir sur les écoles la question de la désimperméabilisation et de la création d'îlots de fraîcheur. Et donc là, c'est un service numérique qui s'appelle Plus fraîche ma ville. Vous pouvez cibler sur votre école le projet, faire rentrer différentes initiatives, la désimperméabilisation, la végétalisation. Ça vous donne des idées de coûts et des idées de cahier des charges à mettre en place, enfin lorsque vous consultez pour mettre en place ce projet-là. Je vais pas plus loin. Je sais que le temps imparti est relativement court, mais si vous avez besoin de détails sur les différents dispositifs qui sont cités là, n'hésitez pas. Peut-être parler d'exemples inspirants. Donc sur la diapositive suivante. Euh, donc je ne redis pas que l'école, c'est un lieu où il faut effectivement être attentif à bien associer tous les partenaires, privilégier le monde éducatif, y compris le rectorat. Il y a une mission bâti scolaire au sein de chaque rectorat. Et puis les services techniques de votre commune et les partenaires opérateurs tels que la Banque des Territoires, mais aussi l'ADEME ou nos centres de ressources ou même d'autres opérateurs comme l'OEB, je vais y revenir. Peut-être en exemple inspirant en région, si vous avez besoin de vous dire quelles sont les expériences réussies euh, sur ce type de projet. Je vais en citer deux. Alors il y en a probablement d'autres, mais deux qu'on a pu accompagner, donc qu'on connaît un peu mieux. C'est Gomeni dans le Nord, où il y a tout un projet pardon, excusez-moi, de rénovation et de création d'écoles et qui est vraiment basé sur une démarche participative et d'implication des habitants, d'implication des élèves. Ils ont fait des briques de terre crue pour tout vous dire. Voilà. Et ils ont été vraiment partie prenante de la rénovation et de la création de l'extension. À chaque fois, vous aurez les liens vers les initiatives. Donc, le CD2E a beaucoup travaillé là-dessus. Vous aurez peut-être un témoignage plus spécifique sur ce sujet-là. L'expérience de Rivry, je vais en parler juste après, donc je la recite pas. Je la recite pas. Florine, c'est sur de l'écomobilité scolaire dans le cadre du programme MOBI. Je vous incite à aller voir ce qui s'est passé là-bas. Sur la question du gaspillage alimentaire, expérience intéressante. Alors j'ai cherché à être assez exhaustif sur les départements couverts pour pas cibler un département plutôt qu'un autre. Donc sur la question du gaspillage alimentaire, c'est en lien avec Valoren, qui est le syndicat de traitement des déchets de l'Aisne, tout un travail sur 12 établissements scolaires, des imperméabilisations, un exemple réussi de comment le monde éducatif s'est saisi pour faire de la cour un lieu aussi qui pouvait être de support aux enseignements. Et donc, vous verrez comment ça s'est traduit à l'école Barny à Amiens. Et puis, dernier dispositif qui n'est pas un dispositif ADEME, mais qui est un dispositif OFB, qui peut être très intéressant, que sont les aires terrestres éducatives où en gros un groupe, enfin une classe ou une école est co-gestionnaire d'un site naturel et en fait un projet d'éducation et aussi est partie prenante du devenir d'un site. Donc là, c'est sur le terril de Germigny Sud. C'est vraiment une expérience très intéressante de concrétisation pour les élèves. Donc vous aurez les liens. Et puis quelques fourchettes de coûts et je vais passer juste à l'exemple de Rivry et Madame Grosse, dites-moi si je commence à être un peu long. Un petit peu de temps, voilà, Bon, continuez. on est dans les temps, ça va Ceci. encore? Oui. Allez, je parle de Rivry et puis vous pourrez poser les questions. Donc Rivry, commune à côté de d'Amiens, qui a fait un travail tout à fait intéressant de rénovation de l'école Jeanne Arnaud, ils ont cherché à en faire un projet global et ça fait vraiment écho à l'AMI proposé par l'IREV. Puisque on va retrouver bien évidemment de la rénovation énergétique sur cette école, de l'intégration des énergies renouvelables. Donc vous voyez alors sur la photo en bas à droite les panneaux photovoltaïques qui sont posés verticalement sur cette toiture, enfin sur le mur plutôt.
Vous avez des ombrières, enfin des brises-soleil pour éviter la surchauffe en été. Vous allez retrouver de la désimperméabilisation de la cour d'école avec un renforcement de la végétation et une cour inclusive avec effectivement une cour où on trouve pas le terrain de foot qu'on trouvait il y a 30 ou 40 ans au milieu de la cour et qui vient rejeter les autres sportifs ou loisirs à l'extérieur de ces cours d'école. Un travail de fait sur la mobilité scolaire avec un garage à vélo qui est vraiment très utilisé et dimensionné pour des vélos et des trottinettes et qui vient justement compléter la politique de rabattement et de création des infrastructures cyclables et piétonnes autour de l'école qu'a fait la mairie de Rivry. À l'arrière, on ne le voit pas, mais c'est à l'arrière du bâtiment, on voit quelques arbres émerger, il y a un verger conservatoire. Et en termes d'ouverture de l'école euh, auprès des autres publics, un site de compostage partagé qui est accessible au grand public pour faire du compostage partagé à l'échelle du quartier. Voilà. Euh, je ne vais pas aller au-delà, mais c'est vraiment un exemple où on a quasiment toute la palette. Ces expériences-là, on les connaît dans le cadre d'un programme qui s'appelle Territoire engagé transition écologique et qui vient justement rassembler les différentes initiatives qu'ont une commune. Donc, c'est un programme qu'on soutient, y compris financièrement. Ce que je voulais dire, c'est que ça peut être vraiment, je l'ai dit en introduction, mais un point de départ intéressant pour une politique plus globale de transition écologique. Donc là, à nouveau, vous avez les liens. Et ce sont des sujets qu'on aborde au travers de notre réseau des élus. Il y a 416 élus qui sont membres de ce réseau pour l'instant à l'échelle des Hauts-de-France. Vous pouvez le rejoindre et vous avez de l'apport de connaissances et d'expertise, de l'échange entre pairs et puis des témoignages d'expériences réussies. Typiquement, Rivry a témoigné ce que je vous ai mis aussi en termes de lien là, c'est un lien de 3 témoignages inspirants sur la rénovation des écoles. Clermont-Ferrand, Kévin, Rivry, c'est pour dézoomer un peu de la question du périmètre Hauts-de-France. Voilà, vous avez mes coordonnées, je pense que c'est la dernière diapo. Après, vous avez mes coordonnées et je suis prêt à répondre. J'ai vu 2-3 réactions si besoin. Alors, même consigne que sur les autres séquences, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, vos remarques sur ce sujet. Alors du coup, je ne vois pas le chat. Alors, on n'a pas de réaction. On a Frédéric Marquet pour la région Hauts-de-France, pour REF 3, qui nous a rejoint. J'avais omis de lui donner le lien de connexion à temps. Donc voilà, qui nous parle de la labellisation E3D dont on a pu également parler tout à l'heure. Je suppose que la dynamique REF 3 est également partie prenante hein, de ce type de projet. Frédéric, je peux peut-être te laisser la parole également. Oui, bonjour à tous. Donc oui, désolé pour le retard et merci pour l'envoi du lien. Non, c'est peut-être juste pour, je sais pas, je suis déjà désolé si vous l'avez évoqué, la labellisation au 3D. Et c'est vrai que pour la région, tout à l'heure, la personne à Banque de Territoire a parlé sur l'aspect travaux du FEDER et c'est vrai qu'en effet, on est amené à le gérer et, euh, et sachant que pour aider les collectivités et les porteurs de projets à atteindre une ambition déjà suffisante pour rentrer dans le FEDER, mais aussi qui s'inscrivent dans la dynamique REF3, qui est la dynamique de transition à l'échelle régionale. Il y a aussi comment dire, des référentiels qui ont été produits, entre autres autour de justement des bâtiments tertiaires, de la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires. Donc c'est aussi un outil qui peut vous permettre
de structurer un peu l'ambition transition de votre projet de rénovation d'un établissement. Après, malheureusement, sur les volets plus soft, donc mobilisation, sensibilisation, on a des dispositifs, mais qui s'adressent au lycée. Donc, entre autres, Génération Plus Nature et Lycée, Génération Plus Rêve 3. Mais où il peut y avoir des choses intéressantes à faire sur un continuum pédagogique et voir comment, justement, sur des projets Génération Plus Rêve 3, par exemple, on peut accompagner des lycées à former leurs éco-délégués, par exemple, pour intervenir après dans des niveaux élémentaires et maternels et pouvoir animer des choses en lien avec des projets de rénovation, par exemple. Merci Pierre-Edouard. Merci Frédéric. Et puis je rappelle, pour faire écho à ce que vous avez dit, Monsieur Paillet, avec le CREM, le Centre de ressources sur l'écomobilité, on travaille depuis 2 ans maintenant sur la mobilité durable et on propose une journée le 23 septembre justement sur le partage de l'espace public et la mobilité durable. Et donc ce sera à Arras le 23 septembre. Et dans ce cadre-là, on aura un atelier justement sur l'écomobilité scolaire avec des témoignages du CREM sur le sujet. Et donc, on pourra se servir aussi de ce qui peut se dire et des apports d'expérience sur cette journée pour alimenter le cycle ensuite et puis voir comment on transpose ça de manière opérationnelle dans vos projets. Célia, je te relaisse la parole. Merci. Donc, on va enchaîner avec une intervention d'une autre structure qui peut aussi vous accompagner donc sur le territoire de la région Hauts-de-France sur les questions de rénovation des bâtiments scolaires. Donc, je vais laisser la parole à Frédéric Sels, donc la directrice du CD2E, qui va vous présenter un peu plus donc, voilà, la structure dans laquelle elle travaille et l'offre d'accompagnement qu'elle peut vous proposer. Merci beaucoup Célia, merci à tous. Alors tout d'abord, en fait, on a déjà été cité à plusieurs reprises, donc effectivement, je vais présenter le CD2E en quelques mots. On est une structure en fait qui existe depuis 2001. Vous nous connaissez peut-être un peu moins que les autres qui sont intervenus, donc je me permets de faire cette petit rappel en fait de qui on est. On est un pôle d'excellence régional en fait, positionné à Los Angeles, qui intervient sur les sujets en fait du bâtiment durable, des énergies renouvelables, de l'économie circulaire dans le BTP et du financement et des achats durables. Donc, c'est évidemment des choses qui sont extrêmement complémentaires. Si tu veux bien, Célia, je te propose d'avancer. Voilà, donc notre action, en fait, elle se situe sur 3 grands niveaux. Celui du développer la demande, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, essayer évidemment de vous motiver à travailler avec nous sur ces sujets. Faire évoluer l'offre. Alors, faire évoluer l'offre, c'est l'offre de services qui est proposée sur ces sujets-là, puisque la question du bâtiment durable, elle a comme particularité de travailler sur une dimension qui est c'est quoi la différence entre de la décarbonation simple et du bâtiment durable? La différence, c'est qu'on travaille sur des choses qui vont préserver la santé. Un bâtiment durable va aussi préserver la santé. Je pense qu'effectivement, par rapport aux écoles, on est typiquement en fait dans ce sujet. Évidemment, développer les filières fait partie de notre action, puisque nous développons des filières locales qui permettent de répondre en fait à ce besoin, aussi bien en fait des entrepreneurs, aussi que des produits en fait qui sont produits sur le territoire des Hauts-de-France. Donc, on fait partie d'un réseau. Vous voyez tous nos financeurs, je ne vais pas tous les citer. Je sais qu'il y en a certains qui sont là, l'ADEME évidemment, la CAL. On retrouve évidemment la région en fait comme grand financeur du CD2E depuis le départ. Et on appartient à un réseau national du plan bâtiment durable et de l'ADEME. On peut continuer, Célia. Donc, j'ai déjà un peu évoqué en fait les différents sujets sur lesquels on est. C'est évidemment dans le bâtiment durable la performance du bâti. Tout à l'heure, ça a été évoqué. Évidemment, on va rechercher les économies en fait d'énergie. Évidemment, on va travailler sur le confort d'été. En ce qui concerne les écoles, c'est évidemment un sujet très important qui va permettre à la fois de rendre les lieux habitables, mais aussi de préserver la santé des élèves. Mais j'oublie pas celle du personnel qui évidemment va rester lui peut-être 20 ou 30 ans en fait dans le bâtiment. Les enfants vont passer, mais le personnel va aussi rester. Et donc c'est important de se dire que ça va aussi favoriser de bonnes conditions de travail. On sait qu'évidemment les vagues de chaleur, elles vont, ça a été évoqué tout à l'heure, être probablement maintenant de mai à fin septembre, voire début octobre. Donc évidemment l'usage des bâtiments est en cause. Développer cette question d'usage et travailler en même temps en fait avec les territoires sur l'usage des produits qui sont aussi des produits plus locaux, en expliquer en fait évidemment en fait les bénéfices et puis peut-être faire s'approprier ça en fait aux élèves. Je pense que ça pourrait être important. Et vous le savez en fait dans l'usage des bâtiments, tout est dans l'usage pour le coup par la suite. Il suffit pas de mettre des matériaux performants,
Par exemple, je peux vous donner un exemple, si on met de la fibre de lin à l'intérieur en fait, des murs, qui va être particulièrement performante sur le confort d'été, eh bien, il va falloir en fait laisser les fenêtres fermées en fait, parce que si ce qu'on a emmagasiné comme fraîcheur la nuit va devoir rester. Donc, il faut évidemment accompagner les enfants, accompagner le personnel éducatif et accompagner les dames de service en fait dans l'usage de ces bâtiments et la façon dont ça va être traité. Donc, vous voyez qu'il y a nombre de choses qui se font autour de ça. Et puis, on peut travailler avec les agriculteurs locaux si on est en fait en campagne pour pouvoir mettre de la paille, expliquer d'où vient cette paille, peut-être même participer à la mise en œuvre de la paille. C'est des choses qui se sont faites aussi en fait dans des opérations auxquelles on a pu participer. Voilà, donc on travaille, nous, les questions de qualité de l'air. C'est un dispositif sur lequel l'ADEME est notre acteur de référence, puisqu'on a été formé en fait sur ce sujet pour accompagner la dimension. Évidemment, les ENR font partie des dispositifs sur lesquels on travaille. Tout à l'heure a été cité les ENR qui ont été mis en façade. Vous voyez, ces ENR-là, ils vont servir l'hiver à réchauffer le mur. Ce pas des ENR qui vont chauffer l'ensemble, mais ils vont servir à réchauffer le mur et à garder de la chaleur en fait, qui pourrait partir par ces endroits-là. Évidemment, en fait, quand on le peut, sur certaines opérations, et ça peut être très intéressant dans des QPV de le faire, sur des sites de friches, c'est d'aller récupérer en fait des matériaux qui ont déjà été utilisés par ailleurs dans le territoire pour montrer la réutilisation. Ça peut être des briques, ça peut être aussi du bardage. On l'a aussi fait dans certaines opérations. Et donc, ça prend encore plus de sens parce qu'on explique pourquoi on a été récupérer ça, pourquoi, en fait, vous savez quelque chose qu'on récupère, vous savez que maintenant, on comptabilise, en fait, dans une opération, toutes les dépenses énergétiques des matériaux. Eh bien, un matériau qu'on va récupérer, en fait, sur un chantier à côté, c'est un matériau qui est compté pour 0. Donc, vous voyez que ça vient, évidemment, à la fois dans la décarbonation et dans le bilan, en fait, de ce qu'on peut construire ou rénover. Alors, si tu veux bien, on peut continuer. Donc, nos bénéficiaires, je vais rapidement le dire, évidemment, ce sont les donneurs d'ordre, des collectivités, des établissements publics, des grands comptes, en fait, publics et privés. Ce sont aussi des bailleurs qui réhabilitent le patrimoine et des entreprises qui vont apporter leurs solutions sur ces sujets et des entreprises de bâtiments, en fait, qu'on accompagne pour les monter en compétences sur le bâtiment durable, parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas encore la compétence sur ces sujets et il faut accompagner pour que la montée en charge et qu'on ait nombre d'entreprises demain en capacité de répondre au marché. On accompagne aussi, évidemment, les acteurs en fait, qui sont les bureaux d'études en fait, sur ces sujets et évidemment les architectes qui sont dans le territoire. Continuer si tu veux. Donc nous, tout à l'heure ça a été évoqué, on travaille pour le compte évidemment de la région. On a avec la région et des entreprises travaillé sur un référentiel de rénovation des bâtiments tertiaires. Hein, les écoles en font partie en fait dans ce guide qui permet évidemment, tout ça, il y a des liens. Hein, je pense que Célia va mettre à disposition en fait complètement le PowerPoint qui a été produit. Donc vous retrouvez les liens vers le guide et puis je vais vous les décliner derrière. Et donc vous retrouvez les dispositifs de rénovation qui ont été utilisés. Tout à l'heure, ça a été évoqué dans la CAPH, puisqu'on a fait tout un accompagnement dans la CAPH sur ces dispositifs. On fait un accompagnement aussi sur la Cabalère, donc le territoire en fait, de Béthune, sur des dispositifs plus opérationnels. Donc l'idée, évidemment, vous le comprenez avec la démarche REV 3, c'est qu'on part de quelque chose, on a en fait des références et on peut travailler sur ces sujets à différents niveaux. Ce que je propose, c'est d'aller sur les différents niveaux dans la page suivante, si tu veux bien, Célia. Donc, dans le référentiel, le document, vous trouvez 7 thèmes et vous trouvez 4 niveaux. Dans ces 7 thèmes, alors je ne vous ai pas mis tous les niveaux pour, évidemment, l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas une formation. Vous trouvez la performance de l'efficacité énergétique, vous trouvez comment on travaille sur l'économie circulaire, vous trouvez l'énergie renouvelable et de récupération sur lequel on peut travailler, les critères autour de confort et de la santé, et donc là on décline toutes les actions qu'on peut mener, l'économie de la fonctionnalité, la gestion de l'eau et les liens qu'on peut faire avec le territoire et le site. Quelques exemples, si vous voulez bien, en fait, dans la page suivante, en fait, qu'on retrouve sur les trophées REV 3 du bâtiment durable, en fait, qui sont organisés par le CD2E pour le compte de la région. Donc, et avec, en fait, comme base le référentiel de compétences. Vous y retrouvez l'école Anne Godot de Rennes, qui est dans la CAPH, hein, pour lequel on a fait un accompagnement. C'est une école qui est particulièrement intéressante puisqu'elle a une consommation E égale 0. Donc, les consommations ont été réduites à néant. Alors, c'est une très grosse rénovation.
rénovation en fait qui a été mise en œuvre. Je ne vais pas rentrer dans tous les sujets. Vous avez une école de Cambronne, les Clermont, qui a été à la fois rénovée et pour lequel il y avait une extension paille. Alors, ce qui est particulièrement intéressant dans cette école, c'est que le maire explique très bien, il y a une vidéo qui est associée à ça, comment son ambition au départ, c'était de faire à minima une rénovation et comment il a été accompagné à la fois par une équipe sur ce sujet. Fibois est aussi intervenu sur ce projet et les financements en fait, qu'il a pu trouver qui lui ont permis de faire une école extrêmement performante. Ensuite, vous avez le groupe scolaire en fait Jules Ferry. Alors là, c'est vraiment quelque part une Rolls de la rénovation dans lequel vous retrouvez à la fois une réhabilitation de l'école, une extension bois-paille et puis de la ventilation naturelle. Parce qu'on pourrait se dire que le bon sens serait de dire demain, on va mettre de la climatisation. Vous imaginez bien qu'effectivement, la climatisation, elle a deux effets. Elle a un effet consommation, évidemment, et elle a un deuxième effet, c'est qu'elle vient réchauffer l'extérieur. Et forcément, elle aggrave en fait les éléments sur évidemment le réchauffement climatique. Donc, on n'a évidemment pas intérêt à la fois économiquement et écologiquement à travailler sur ces sujets. Et quand on peut trouver des solutions en fait plus naturelles, évidemment, on y travaille. Il y a plein de solutions sur ce sujet. L'école maternelle de Gomény, ça a été aussi évoqué tout à l'heure. Donc, c'est des filières locales, de la terre crue, du bois paille et un travail sur la qualité de l'air intérieur qui a été mené. Tout ça, ce sont des prix en fait REV 3 de la construction. En fait, vous le voyez, ils ont été primés. On retrouve des films. Vous pouvez, si vous voulez, vous les approprier. Vous les trouvez sur notre site et vous les trouvez sur YouTube. Ça vous permet évidemment de regarder dans le détail les témoignages des maires qui ont travaillé sur ces projets, leur satisfaction, la difficulté aussi, puisque forcément, il y a des chemins, en fait, plus ou moins faciles. Pour l'école Anne Godot, je pense que l'adjoint qui a travaillé sur ce sujet-là en parle très, très bien, en fait. Donc, ça vaut le coup d'écouter parce que les chemins sont à construire, en fait, dans tous les cas. Donc, je te propose, en fait, Célia, de passer à la page suivante. Donc, vous retrouvez tout ça sur notre site, le site du CD2E, cd2e.com. Donc, vous avez, vous voyez, l'école, l'urbanisme énergétique à l'école Jules Ferry. Vous cliquez et vous avez tous les retours d'expérience qui existent, en fait, sur notre site. En fait, tout ça, c'est financé, déjà payé. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à aller chercher les éléments. Dans quelques mois maintenant, alors c'est maintenant à moins de 2 mois, en fait, on organise le Congrès national bâtiment durable. Si vous le souhaitez, je peux, pour les personnes qui ont participé à ce webinaire, envoyer des places gratuites. Je vais le faire si vous faites suivre. Ça vous permettra en fait de participer à un grand congrès national qui est organisé, financé par l'ADEME, la région, la métropole sur ces sujets et bien d'autres acteurs qui nous ont accompagnés. C'est 2 jours de congrès en fait dans lequel on travaille sur l'adaptation au changement climatique et le changement des pratiques. Vous y trouverez des exemples en fait, notamment sur les écoles. On a de grands intervenants, notamment des intervenants qui vont vraiment centrer les choses sur l'adaptation au changement climatique. Et donc, évidemment, vous le savez, les écoles, elles sont vraiment éminemment soumises à ces questions-là. On y retrouvera évidemment les questions autour du confort d'été. Je vous invite à réfléchir aussi sur cette question. Quand je dis réfléchir, c'est le confort d'été, ça ne s'atteint pas avec de la laine de verre. C'est pour ça que nous, on est quand même adeptes du bâtiment durable, parce que beaucoup de gens en fait vont vous dire on va faire une école bas carbone, mais l'école bas carbone ne répondra pas aux enjeux du confort d'été. Beaucoup de choses ont été rénovées aujourd'hui et ne peuvent pas aujourd'hui en fait répondre à ces enjeux-là. Donc c'est vrai que sur ce sujet-là, je vous invite évidemment à travailler avec nous. Nous, on vous propose de vous accompagner, évidemment, vous accompagner collectivement et individuellement. On peut vous aider en fait dans le choix de votre AMO, on peut vous aider à écrire des clauses environnementales, on peut vous appuyer sur le choix de la maîtrise d'œuvre et maîtrise déléguée d'ouvrage, on peut vous suivre et accompagner vos projets techniquement en fait sur ces différents sujets. Voilà, donc quelques mots peut-être pour donner envie de venir au congrès, mais je pense que regardez le site sur ce sujet et venez vous inspirer. C'est complémentaire à l'échange qu'on a aujourd'hui, les 4 et 5 septembre à l'île Grand Palais. On y retrouvera à la fois la ministre du Logement, on y retrouvera François Gémen, on y retrouvera des gens qui sont l'Ordre national des architectes. On trouvera Olivier Cameau, en fait, de la Banque des Territoires, qui sera aussi présent. Donc, moi, je vous invite à y participer, si vous le souhaitez, pour continuer à vous inspirer. Après, ce n'est pas une publicité pour le congrès. Le congrès est un des moyens de mobilisation des acteurs pour que chacun, en fait, demain, puisse avoir des bâtiments durables quand il est construit et rénovés durablement quand il veut les rénover. Donc, on est à votre disposition, un outil régional
Vous avez entendu l'ADEME parler de nous, vous avez entendu aussi la région en fait parler de nous, d'autres acteurs en fait travailler avec nous. Voilà, donc à votre disposition sur les différents sujets par l'intermédiaire de l'IREV ou plus directement en fait sur d'autres sujets. Voilà, merci beaucoup. Et à Merci votre... beaucoup et nous avons bien pris note du rendez-vous à Lille Grand Palais. Effectivement, c'est l'occasion de faire réseau, hein. C'est toujours mieux de se retrouver en présentiel qu'en webinaire ou dans des temps de visio. Et là, c'est vraiment l'occasion aussi de se retrouver et d'écouter les élus, hein, Valérie Létard notamment, qu'on a vu sur les journées de l'ANRU et qui a fait des annonces. Voilà, les occasions en présentiel de ce type de salon, c'est aussi des occasions d'entendre les discours, savoir où se place le politique et rencontrer des professionnels, des pairs pour pouvoir progresser collectivement. Et il y a 15 ateliers, hein, donc je ne l'ai pas dit, mais il y a une quinzaine d'ateliers. Évidemment, le congrès, il y a des grandes plénières, mais évidemment, il y a des moments très opérationnels avec des choses qui seront évoquées. Évidemment, les écoles, il y a beaucoup d'exemples d'écoles, mais il y a aussi, vous voyez, pour des territoires, c'est comment on transforme en fait des bureaux en logements. Vous voyez, c'est des choses très opérationnelles, mais qui demain, dans l'avenir des territoires, auront aussi leur importance. Là, on est sur le thème des écoles, mais pour les acteurs qui sont présents, ça peut aussi faire partie de leurs problématiques. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Alors, comme à chaque fin de séquence, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est vrai que la présentation était très complète. Je ne vois pour le moment pas de main qui se lève ou de réaction sur le chat. Célia, je te redonne la parole. Merci beaucoup, Madame Sels. Merci beaucoup, oui, c'était très intéressant. Alors pour voilà, la dernière séquence, on va dire, de ce webinaire, l'idée c'était de vous présenter quelques extraits du benchmark qui a été réalisé sur le sujet d'école en transition. Donc à la fois pour présenter quelques exemples en lien avec le bâti scolaire et plus largement aussi sur les questions éducatives, d'aménagement des cours d'école. Et tout d'abord, je vais laisser la parole à Charlotte Boyavel, qui va nous présenter du coup un exemple assez phare de construction d'écoles en QPV. Une construction qui a lieu donc à Dunkerque, l'Alliance, donc un équipement assez particulier qui a été baptisé donc École du futur, parce qu'elle a quelques particularités et du coup je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse vous le présenter plus en détail. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Parfait. Alors moi j'avais un petit document. Est-ce que vous souhaitez le partager directement? Ouais, je peux essayer. Ah oui, il faut que vous me donniez la main, apparemment. Je pense que vous pouvez le partager. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon pour nous. Ouais, c'est bon. Juste parce que je vois que le temps file, j'ai combien de temps? Vous avez une 10-15 minutes, on arrive à la fin de la séquence. Super. Donc bonjour à tous, moi je suis Charlotte Boyaval, je suis chef de projet à la direction de la ville durable à la communauté urbaine de Dunkerque. Et donc voilà, on m'a demandé de témoigner sur le projet de l'Alliance, qui est un équipement de la ville de Dunkerque, alors on n'est pas en rénovation, là on est en construction neuve. Et donc voilà, je vais vous partager un peu cette expérience parce on vient d'ouvrir, hein, on a maintenant une année de recul, hein, puisqu'il y a une première année scolaire qui s'est déroulée. On a livré en septembre 2024 et c'est un projet sur lequel on travaille depuis à peu près donc 2019 pour les premières intentions. Alors je vais voir comment j'avance, si ça veut y aller. Alors, il y a beaucoup d'images, comme ça vous verrez beaucoup d'images de cet équipement. Donc juste pour vous partager un peu la genèse de cet équipement. Donc c'est un projet qui s'inscrit en QPV dans le cadre du NPNRU. Et donc on avait sur ce quartier trois écoles, deux maternelles et une élémentaire,
qui était dans le quartier du Grand Vert, donc à Petite-Sainte, une restauration scolaire qui était un petit peu plus loin dans le quartier, et une maison de quartier qui sont voilà, nos centres sociaux. L'idée était de regrouper sur un même site l'ensemble de ces structures, donc des écoles, une maison de quartier, une restauration scolaire, avec évidemment des ambitions environnementales poussées, des ambitions d'innovation au niveau des pratiques professionnelles des différents usagers, puisqu'ils allaient intervenir dans un même bâtiment. Et puis, une commande politique forte sur la sobriété foncière et sur le fait de construire le minimum de surface possible, enfin en tout cas d'optimiser les surfaces et donc de partager et de mutualiser un certain nombre d'espaces. Donc voilà, c'était vraiment un des enjeux particuliers. Donc là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais le site de cet équipement, c'est ce qui est là en orange. Les deux écoles, il y avait une école ici, et puis une autre école là, où on voit là un futur parc. Voilà, donc je vous propose qu'on continue. Donc le programme pour cet équipement, je vous l'ai dit rapidement, mais voilà, l'objectif était vraiment de regrouper sur un même site l'ensemble de ces structures et de créer un projet collectif à la fois donc, pour les élèves, les parents, la société éducative, pour qu'on puisse retrouver dans un même équipement toute cette continuité du parcours éducatif des enfants. On avait ce qui est indiqué là aussi, des orientations et des ambitions environnementales, avec un bâtiment évidemment performant, puisque c'est un bâtiment neuf, avec une commande aussi peut-être un peu particulière. On nous a demandé aussi de tendre, on n'a pas pu atteindre le zéro perturbateur endocrinien, en tout cas de tendre vers cet objectif. Et donc, il y a eu un travail vraiment très intéressant en amont et pendant toute la construction sur les matériaux qui ont été mis en place pour pouvoir tendre vers ce zéro perturbateur endocrinien. Après, on est voilà, sur un programme avec voilà, des classes, des locaux mutualisés entre les écoles et la maison de quartier. Un programme ambition au niveau de la restauration scolaire aussi, puisqu'on était en liaison froide, et là on est passé en liaison chaude avec une production de repas sur place, donc des meilleures qualités gustatives et nutritives pour les enfants, donc avec une capacité à produire les repas, donc 600 repas par jour, donc 200 sont consommés sur place et 400 sont livrés le jour même dans d'autres écoles. Et puis aussi une volonté, quand on a voilà, travaillé sur le partage des lieux, c'est de se dire aussi qu'on ne devait pas forcément tout trouver dans cet équipement, puisqu'il fallait aussi laisser place à l'ouverture sur l'extérieur. Et donc, par exemple, typiquement, on n'a pas de bibliothèque dans cet équipement, que ce soit pour la maison de quartier ou pour les élèves. On a une bibliothèque qui n'est pas loin dans le quartier, et donc l'idée, c'est que les enfants puissent aller à pied dans cette bibliothèque. On a aussi à Dunkerque, évidemment, le bus gratuit. Donc, beaucoup de choses se passent vers l'extérieur. Alors, pour mettre tout ça en œuvre, ça a été un travail qui, vous voilà, s'est vraiment opéré dès la phase programmation. On a eu toute une série d'ateliers avec l'ensemble des futurs usagers. Donc, à la fois la communauté éducative, donc les écoles, les directeurs d'école, l'éducation nationale,
La maison de quartier, qui est gérée chez nous par une association qui s'appelait Adugès à l'époque, maintenant qui s'appelle À tes côtés. Et puis, bien sûr, la direction de l'enfance au niveau de la ville de Dunkerque, qui gère la restauration scolaire, qui gère le périscolaire, etc. Donc, il y a eu voilà, ces ateliers à la fois pour déjà apprendre à se connaître, puisque c'est des gens qui allaient se retrouver dans le même équipement et qui sont là voilà, qui allaient travailler encore plus ensemble, hein, même si il y avait déjà quelques petites passerelles, notamment entre les écoles et l'école et la maison de quartier. Et comme je vous j'ai dit, ça s'est fait vraiment dès le programme, parce que quand on est arrivé, pour la petite anecdote, hein, quand on est arrivé avec notre premier programme et notre programmiste, classiquement, il est allé voir chacun, il leur a demandé leurs besoins, et puis on avait à peu près 5000 m² de surface sur l'ensemble des équipements existants, et puis voilà, on s'est retrouvé avec 5000 m² de bâtiments à reconstruire. Et là, on a dit non, c'est pas possible. On va pas reconstruire 5000 m². On sait que chaque mètre carré construit, a un impact écologique important. Et donc, il faut arriver à 3000 m². Donc, on a diminué de plus de 30% la surface, parce qu'on a travaillé avec l'ensemble des futurs usagers sur qu'est-ce qui n'était pas forcément nécessaire, qu'est-ce qui pouvait être partagé. Donc, on a des bureaux partagés, on a des bureaux qui servent à la fois, par exemple, à la psychologue scolaire quand elle vient dans l'école et qu'elle travaille avec un enfant. Elle n'a pas son propre bureau dans l'école, hein, elle a un bureau, elle y va avec l'enfant. Le directeur d'école, quand il reçoit un parent, il ne reçoit pas forcément dans son bureau, parce que son bureau, il est partagé avec la directrice de la maternelle. Voilà. La salle des équipes, il n'y a pas une salle des équipes pour l'école et une salle des équipes pour la maison de quartier. Il y a une salle des équipes. Ça permet aux équipes de se croiser, de partager. Voilà, donc tout un tas de mutualisation qui ont été rendues possibles par ce travail vraiment très en amont au niveau de la programmation. Et puis qui s'est continué pendant toute la phase conception, donc avec la maîtrise d'œuvre, puisqu'il y a eu un concours, etc. Avec la maîtrise d'œuvre, on a continué à travailler avec les différents usagers. Voilà, donc une cinquantaine de personnel qui travaillent dans cet équipement. Et donc voilà, on a continué à travailler avec eux pour essayer qu'ils se projettent. Donc je vous avoue que c'est pas évident. C'est des choses quand même déjà spatialement assez complexes. Se projeter dans une classe. On a beaucoup travaillé sur le mobilier, on a travaillé aussi sur les cours. Voilà. Et donc là, voilà, c'est plus comment on a travaillé ensemble. Vous dire que voilà, on n'est pas tout seul, mais toute la communauté était là, les usagers, les élus, les différents experts. Donc, au niveau du calendrier, donc je vous ai dit, la première réflexion 2018, validation du programme fin 2019, et puis après le temps du concours, et puis des travaux, de petites années de travaux qui nous ont permis d'ouvrir là à la rentrée 2024. Et donc, pour terminer, je vous ai mis pas mal de photos du chantier, parce que ce bâtiment, il a quand même des qualités architecturales assez particulières. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que voilà, le bâtiment, il a été posé au milieu de la parcelle. Ça permet de créer une rotule entre le bâtiment, entre le quartier
QPV et le quartier qui est juste à côté, le quartier Louis XIV, puisqu'il se situe vraiment à la jonction. Voilà. Et par exemple, la maison de quartier, elle rayonne plus largement que le quartier du Banc-Vert. Donc, c'est aussi aller chercher les habitants un peu plus loin. Et donc, cette école et cet équipement a une forme assez douce, une forme elliptique, avec une cour qu'on voit là, qui est aujourd'hui la cour des maternelles, qui est au centre de l'école. Là, ça permet aussi de préserver un petit peu les enfants et de faire une espèce de petit cocon, alors végétalisé, hein, puisque là, on en est vraiment au démarrage des fondations. Et puis, voilà, on a quelques images aujourd'hui. Donc là, j'ai pas mis les dernières images puisque c'est réalisé, mais voilà, les images du concours, mais on est vraiment sur cette ambiance-là, avec une cour à l'étage, plutôt pour les élémentaires, puisque les élémentaires sont à l'étage. Un jardin pédagogique également sur les toits, qui est partagé entre la maison de quartier et l'école. Voilà, et je pourrais encore vous en dire beaucoup plus, mais je ne sais pas comment je vais arrêter le partage et peut-être plutôt répondre aux questions s'il y en a. Merci beaucoup. Et donc, pour visiter les résultats de ces travaux, si certains d'entre vous sont sur le Dunkerquois lundi, parce qu'il y a un événement là-bas assez important, ce serait peut-être l'occasion de faire un petit passage par l'école qui est située pas loin du centre-ville de Dunkerque, hein. C'est derrière le QPV est derrière Oui, la gare, donc on derrière la arrive. gare, tout à fait. Et en plus, il y a le bus gratuit si vous avez besoin de faire 2 arrêts. Le C1, voilà. Et vous Euh, arrivez directement dans l'école. J'ai oublié de dire aussi que le choix a été fait. Donc, on est sur une école qui est voilà, accessible par le bus, évidemment, à pied. Et donc, il n'y a pas de route très proche. Enfin, voilà, il y avait aussi un souhait d'apaiser au maximum l'abord des écoles. Donc, on a un grand parvis devant cette école qui permet aux enfants, aux parents d'arriver sereinement jusqu'aux portes de l'école. Merci pour cette intervention. Même question ouverte, même consigne que pour les précédentes séquences. Si vous avez des questions supplémentaires, des compléments d'information à demander, n'hésitez pas à lever la main ou nous en faire part. Nous avons Nathalie Lemort qui pose justement une question sur le diaporama qui sera évidemment, je pense, distribué. Madame Boyaval, ce sera possible de diffuser votre diaporama aux participants? Oui, pas de souci. Merci. Et puis, je pense que je n'ai pas d'autres retours. Célia, je te relaisse la parole. Oui, Merci à tous. merci beaucoup. Merci. Je vais repartager mon écran. Vous voyez Et tous. on attend que ça s'affiche et c'est bon pour Ouais. le partage d'écran. Ok. Très bien. Donc pour terminer ce webinaire, on souhaitait juste aussi vous présenter d'autres extraits du benchmark, voilà, sur différentes thématiques et pour retrouver tous les éléments plus en détail dans le document qu'on a partagé du coup en format PDF dans le chat normalement. Notamment sur la partie, on va dire, bâtiment scolaire. Donc, on a présenté un exemple de rénovation d'une école maternelle, donc à Aulnoy-Emery, donc soutenue par le programme EduRénov. Donc, vous avez ici quelques éléments de contexte et descriptifs des travaux, hein. Donc, c'était une école construite dans les années donc 70, comme beaucoup de bâtiments scolaires qui rencontraient pas mal de problèmes, notamment des grosses infiltrations d'eau, de grandes difficultés de chauffage. C'était vraiment une passoire thermique.
La spécificité aussi de cette école, c'est qu'elle a une architecture atypique avec 22 petites toitures. Et donc, les travaux de rénovation ont principalement porté sur l'isolation des plafonds et des toitures et le remplacement de la couverture. Donc, c'est un projet qui s'élevait à un peu plus d'1 million d'euros et donc financé notamment par un prêt accordé par la Banque des Territoires via EduRénov, donc qui vous a été présenté par Rémi Coineau juste avant. Donc un prêt de 700 000 euros qui représente 63% du montant total du projet. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces travaux et sur ce projet, eh bien, il y a une vidéo aussi qui a été réalisée par EduRénov, donc un cas d'école qui est disponible sur YouTube. Donc, vous avez le lien ici sur la slide. Ensuite, pour illustrer un petit peu donc, des initiatives qui peuvent être réalisées sur les cours d'école, on présente dans le benchmark l'exemple particulièrement ambitieux de l'école de la Porte d'Eau, donc à Dunkerque toujours. Donc un projet particulièrement ambitieux puisqu'il permet d'associer voilà, différents axes en termes de réaménagement. Donc notamment un axe vraiment consacré à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique. Donc avec un gros travail qui a été réalisé sur le développement de la place de la nature et de la biodiversité, avec aussi une réflexion sur voilà, l'ombrage et une gestion plus durable des eaux pluviales. Un axe aussi dédié plutôt à l'apaisement du climat scolaire, donc lié en partie à l'augmentation de la place du végétal dans la cour et aussi à la diversification des espaces ludiques qu'on y trouve, donc avec notamment une réduction de la place des jeux de ballon pour laisser de la place à des coins plus calmes, à l'installation également d'un mur d'escalade. Et cette cour, une fois qu'elle a été réaménagée, elle a pu aussi devenir un support pédagogique, notamment avec la mise en place d'un espace amphithéâtre pour faire classe dehors, et également donc une végétalisation qui permet donc d'obtenir des cas concrets pour les travaux de sciences naturelles pour les élèves. Voilà, donc un projet particulièrement inspirant et qui a bénéficié notamment de l'appui du CEREMA pour conduire tout un travail de diagnostic de la cour initiale et aussi pour consulter et recueillir l'avis des usagers, notamment des enfants, mais aussi des enseignants, des parents d'élèves et des services techniques pour aussi voilà, réduire au maximum les contraintes ou les enjeux liés au réaménagement de cette cour sur le plan plutôt technique bâtimentaire. Voilà pour cet exemple. Également, donc, concernant donc, le réaménagement et les travaux sur les cours d'école, on cite effectivement, comme l'a dit Rémi Coineau, donc le soutien qui est apporté par les agences de l'eau sur ce type de démarche, hein. Donc, les agences de l'eau qui soutiennent à travers des subventions les projets de désimperméabilisation. Il y a vraiment un accompagnement financier, donc à la fois au niveau des travaux, au niveau des études préalables. Les agences de l'eau, elles procurent également un accompagnement technique de premier niveau avec du conseil, des actions de sensibilisation. Et donc, elles interviennent hein, dans beaucoup de projets de rénovation d'écoles. Donc, notamment ici, vous avez une photo d'une intervention qui a été réalisée sur la cour d'école Turgot, donc dans le quartier prioritaire de l'île Sud. Donc voilà, à savoir qu'il y a 2 agences de l'eau qui opèrent sur la région Hauts-de-France. Donc l'agence de l'eau Artois-Picardie dans le nord de la région et l'agence de l'eau Seine-Normandie au sud de l'Oise et de l'Aisne. Voilà. Donc, vous aurez plus d'informations aussi à ce sujet dans le document de benchmark. Ensuite, pour terminer, donc quelques petits exemples aussi, donc un peu voilà éloignés de l'aspect bâtimentaire, mais notamment donc un exemple ici sur comment repenser les abords de l'école, comment les apaiser et laisser de la place aux enfants. Donc il y a le dispositif Rue aux enfants qui est déjà bien développé dans certaines villes des Hauts-de-France, hein. Donc pour les présenter très succinctement, donc ce sont des rues qui sont transformées temporairement en zone de jeu avec des animations pour les enfants, donc parfois à proximité de l'école, mais parfois ça peut être aussi d'autres rues du quartier.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une démarche qui repose sur un travail assez important de participation des habitants. Donc, ce sont des rues qui sont organisées donc, avec les habitants et notamment les enfants. Donc, ils sont consultés, on leur demande leur avis sur ce qu'ils veulent y trouver, ce qu'ils veulent y faire pendant un après-midi, pendant une journée. Voilà, et donc c'est une dynamique assez bien installée en région. Et donc, il y a un groupe d'appui spécifiquement missionné dans les Hauts-de-France pour conseiller les porteurs de projets et une attention particulière aussi qui est accordée aux projets en quartier politique de la ville. Voilà, donc pareil, vous retrouverez tous les éléments d'information dans le benchmark. Et enfin, pour terminer, on présente aussi dans le benchmark le rôle que peuvent jouer les cités éducatives dans des démarches de transition écologique à l'école. Et notamment, on présente un exemple assez emblématique, donc l'exemple de la cité éducative de Sedan, qui est la seule cité éducative en France à bénéficier du label Écocité et qui a pour objectif principal ou un de ses objectifs principaux de faire de chaque élève un éco-citoyen. Donc avec l'élection d'éco-délégués et également la création donc, de vergers, d'espaces verts, de poulaillers, également l'installation d'un éco-pâturage et l'arrivée de moutons dans certains établissements scolaires. Il y a également un gros travail qui est réalisé avec les élèves sur les pratiques de gestion collective des déchets, donc en termes de tri, de compostage, de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et pour réaliser toutes ces initiatives, il y a un groupe de travail thématique qui a été créé au sein de la cité éducative, donc qui réunit tous les acteurs de la cité éducative et également des partenaires associatifs qui travaillent sur les questions environnementales pour justement réfléchir ensemble à l'école de demain. Donc voilà, c'est un espace d'échange qui permet petit à petit de mettre en place toute une série de projets en lien avec la transition écologique et donc à sensibiliser les enfants à ces enjeux de manière très pratique. Voilà pour ces quelques petits exemples du benchmark et vous en retrouverez d'autres également dans le document. Donc on arrive, je vais arrêter le partage. Merci Célia pour ces exemples. Donc le benchmark, vous l'avez eu directement sur le chat. Il est également disponible sur notre site internet, sur la page École en transition que nous avons justement constituée et qui vous permet de candidater à cette AMI qu'on vous propose aujourd'hui. Donc vous avez vu, hein, on a mobilisé aujourd'hui les acteurs nombreux sur le sujet qui accompagnent toutes les démarches école en transition. L'idée, c'était de vous donner un panorama de ce qui pouvait être fait. Dans le benchmark, vous avez un panorama de plein d'initiatives aussi qui peuvent exister. Et puis pour rentrer dans le dur de ces sujets-là, on vous donne rendez-vous justement après l'AMI pour les sélectionner. Et puis pour ceux qui ne seraient pas sélectionnés, nous avons un rôle aussi de capitalisation des expériences et donc nous vous tiendrons également informés des déroulés de ce cycle école en transition qui se veut très innovant de notre côté. Donc vraiment, encore une fois, je vous encourage à candidater sur cette AMI voilà, pour qu'on puisse travailler avec vous sur les écoles et puis qu'on puisse aussi capitaliser et s'aimer les bonnes pratiques en région. C'est le but hein, de l'IREV. C'est le but des centres de ressources en général. CD2E également. Je pense également au CERD qui n'est pas là aujourd'hui, mais où on a pas mal de ressources sur le développement durable. Voilà ce que je voulais aussi vous dire pour vous pousser une fois de plus à candidater sur cette AMI. Célia, je te laisse les mots de la fin. Voilà, si jamais il y a encore des questions, on a un petit peu de temps, n'hésitez pas. Hein, si vous avez encore des interrogations, des remarques, vous pouvez partager aussi sur le chat. Mais sinon, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup à tous les intervenants pour ces partages d'expériences très inspirants. Je vous mets le lien vers l'AMI, tout à fait. Je l'avais posté tout au début, mais il a dû disparaître. Je vous remets le lien, hop, ici. Et puis voilà, donc on se donne rendez-vous au salon du CD2E à Grand Palais les 4 et 5 septembre, si j'ai bien noté tout à l'heure. On peut s'y retrouver. Et puis on tient notre page à jour pour que vous puissiez retrouver les éléments, le benchmark. On va mettre
peut-être des mises à jour avec ce qu'on s'est dit aujourd'hui sur le benchmark. Donc voilà, et n'hésitez pas aussi à revenir vers nous si vous avez des expériences inspirantes ou des questions qu'on pourrait relayer auprès des différents partenaires. Là-dessus, on est toujours preneurs.